après. Je voulais juste vous prendre une petite archive que je voulais vous montrer, parce que je trouve incroyable. On pense que c'est la fin de la guerre, hein, le problème. Mais dans ce que je vous ai photocopié, je vous le donne ici. Il n'est pas très bien avant déjà. C'est la page dans le texte, donc toujours dans le texte de Biedermann. Binswanger, c'est ici. Voilà. Vous voyez ça? L'image. Oui. Alors, ça, c'est ce qu'il a commencé à faire dès le début de la guerre. Je lis le passage du bas. C'est-à-dire les 10 dernières lignes. C'est à plonger dans la Grande Guerre que le sismographe se sera brisé. Le sismographe, c'est comme il se désignait lui-même et comme il désignait les artistes. Et là, il dit Biedermann, Warburg a d'abord tenté d'enregistrer toutes les secousses. Dès le début du conflit, en 1914, il a constitué une archive considérable, découpé des milliers d'articles, élaboré des rubriques, dessiné l'évolution géographique du séisme humain en retraçant les positions stratégiques, les lignes de front, jour après jour. Il y a, je ne sais plus combien, 70 cahiers complets. C'est-à-dire en retraçant les lignes de tranchées, ces skis, il le met en évidence, ces skis pratiqués dans la terre d'Europe pour engouffrer des hommes par millions. Donc vous voyez, au début de la guerre, ça commence. Mais je comprends, il fait des schémas, dont ça par exemple. Mais il se base sur quoi? Il regarde par exemple des articles, si tu veux, et puis il va faire des schémas évolutifs de la guerre, les nouvelles tranchées, en faisant des commentaires continuellement, sans s'arrêter. Sur les lignes de force. Sur les lignes de force. Il lisait des milliers d'articles pendant toute la guerre, il les découpait, il les archivait. De même qu'il a 60 000 à 70 000 ouvrages dans sa bibliothèque, il archivait tout. Et pendant qu'il était chez Binswanger, il y a un côté art brut, graphomane quasiment, même si on n'arrivait pas toujours à le lire, c'était la même chose, il remplissait des cahiers tous les jours. Et puis ça, par exemple, ces extraordinaires dessins, là dans une reproduction, qui mériterait sans doute une analyse, c'est l'évolution jour après jour. Il mettait en perspective, je dis un petit peu plus loin, de ce 370, je voulais juste vous lire ces deux passages que je trouvais parlants, pour pas qu'on croie que c'est que la fin de la guerre qu'il a eu ce déclenchement. Il dit, 370, milieu de la page à peu près, au milieu de ces 25 000 notes sur la guerre de tranchées, 25 000 notes, bouleversé par chaque mort d'homme, sans jamais savoir qui était le coupable et qui l'innocent, Warburg se mit à faire corps avec les fantômes. Les fantômes, c'est-à-dire tous les morts qui revenaient dans son esprit. Il se mit à croire qu'ayant réveillé les démons païens de l'obscurantisme, objet de son étude savante sur le Narrleben, astrologique dans l'Allemagne du XVIe siècle, il était lui-même la cause de la guerre. C'est parce qu'il avait écrit sur les fantômes, à un moment donné, il était lui-même la cause de la guerre. La ligne de front, c'est très bien écrit ça, la ligne de front, la skise était en lui, alors, tout comme le sismographe nietzschéen, il se disloqua brusquement. Toute la description... Ça veut dire parce qu'il écrivait sur les fantômes. Il avait écrit sur les fantômes, parce qu'il a toute cette idée des fantômes. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Alors là, en l'occurrence, c'est une étude que je n'ai pas lue pour ma part, sur les revenants, la revenance au XVIe siècle. Mais le thème des fantômes, chez lui, est continuel. Il dit que dans une œuvre, par exemple, contemporaine, par exemple, on pourrait se dire qu'on voit des retours de choses, de traces plus anciennes. Il travaille ça aussi dans l'histoire de l'art? C'est ça en invention. Essentiel. Et il n'y a pas aussi une culpabilité, moi j'ai lu très vite, mais parce qu'il était issu d'un milieu juif orthodoxe très strict, et puis il a rompu avec cela, il a même épousé, sa femme était protestante. Catholique. Protestante. Enfin peu importe, elle était chrétienne. Et protestante, c'est pire. Non, mais il aimait les protestants. Elle était protestante. Il aimait les protestants, et d'ailleurs, il a écrit sur le terre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas aussi une culpabilité d'avoir une sorte de vengeance, parce qu'il avait désavoué sa confession, ou c'est moi qui invente? Je garde ce souvenir-là, j'ai lu très vite. Je ne pourrais pas te répondre, je n'ai pas lu suffisamment lentement non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il ressentait l'antisémitisme de manière... Alors, disons comme les gens de cette époque, moi je me rappelle quand on lit les premières pages les premiers livres de la recherche du temps perdu de Proust, c'est continuellement présent. C'est continuellement présent. Et même j'étais en train de lire Chez Freud aussi d'ailleurs. Oui, j'étais en train de lire maintenant. Anna Freud, elle avait 18 ans durant la Première Guerre mondiale. Elle est allée en Angleterre. Et une des choses qui l'a frappée,
c'est qu'en Angleterre, il n'y avait pas l'antisémitisme ordinaire du quotidien comme il y avait en Autriche. L'antisémitisme, c'était tout le temps, partout. Ça veut dire c'était normal de dénigrer les Juifs. En Autriche, c'était très présent. Ouais. Et lui, je pense, non seulement il était très sensible à ça, mais ensuite, il interprétait beaucoup les choses de cette façon-là. Ça veut dire, par exemple, il y a un des souvenirs d'enfance qu'il dit d'un prof à l'école antisémite qui le tapait avec force la règle sur les doigts, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il a dit qu'il a été remplacé par un autre prof qui était moins distingué que lui. Il faisait tout simplement distribuer des baffes sur tout le monde, n'est-ce pas? Il était un peu moins pervers dans ses punitions. Je me demande justement dans quelle mesure ce prof-là ne l'aimait pas pour une raison ou une autre, mais lui l'interprétait comme étant antisémite, ou si c'était vraiment un prof antisémite, n'est-ce pas? Je pense que les choses se confondent là. Parce qu'à un moment donné, il parle d'un passage où il se méfie, il est enfant, et puis il se méfie d'une personne qui les observe, et puis ensuite il réalise que c'est un enseignant, enfin ça va être son enseignant, et que c'est quelqu'un de tout à fait bien. Donc, c'est dur de démêler le délire, l'interprétativité de la réalité. C'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que son délire, il est ancré dans ce contexte, dans cette réalité. Et ce qui est intéressant, c'est la fièvre typhoïde à 6 ans, comme elle est décrite, c'est comme un épisode très traumatique, un épisode vraiment hallucinatoire, où il expérimente des hallucinations à 6 ans. Il a sûrement eu peur de mourir, ou la famille a eu peur qu'il meure, et il l'a su après. C'était quand même grave, 4 semaines, 6 semaines. C'est important. Et la terreur de la maladie de sa mère, à peu près la même époque. Et cette terreur, il a vécu, mais il a aussi vécu cette aliénation des sens, comme il nous décrit. Et ça, c'est impressionnant. Il dit déjà qu'il a une très bonne mémoire de cette période-là, ce qui est rare pour un enfant, d'avoir une si bonne mémoire de sa maladie à 6 ans, alors qu'on veut justement opprimer ça. Oui, et puis comme tu dis, les sens, il se rappelle des odeurs, il se rappelle des images, des objets qu'il regardait. Les odeurs, les sons, il était très sensible. Et selon lui, il rattache ça à cette fièvre typhoïde, comme si elle avait laissé des traces éternelles. Et ça, je veux juste faire ce commentaire, c'est très intéressant parce qu'on est aujourd'hui à l'époque de l'intégration sensorielle chez l'enfant, comme partie du développement. C'est quelque chose qu'on va chercher. Il y a des spécialistes, il y a des diagnostics purs comme intégration sensorielle inachevée, un diagnostic développemental qu'un pédiatre du développement peut poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il s'agit? C'est quoi? Il s'agit justement d'un enfant sensible au niveau sensoriel. Il aura un trouble neuropsychiatrique. Et c'est vu comme... C'est-à-dire le goût, isolé, l'odeur, non? Goût, odeur, température, bruit, son... Et il est décrit comme un enfant comme ça, comme il se décrit, jusqu'à la sensibilité de la couleur jaune, des choses comme ça. On peut dire qu'il est un peu autiste, parce que finalement, il est intelligent, il est hypersensible, il a une bipolarité, tout ça va parfait, c'est un Asperger. Il a sauté des classes. Renato et moi, on l'a dit, j'ai dit, bon, il est peut-être Asperger, mais c'est que moi, j'ai noté il a une identification avec les plantes et les animaux et pas avec les gens, ça c'est déjà... Intérêt restreint. Intérêt restreint, sensibilité au goût et aux odeurs. Oui, mais en même temps, et puis dépendant du contexte. Exactement. C'est pas généralisable. Affectivement, extrêmement primaire. C'est pour ça que je me demande si c'est vraiment la fièvre typhoïde qui a déclenché ça ou si c'était déjà quelque chose
qu'il l'a remarqué après la fièvre typhoïde, mais qui était déjà de sa façon Mais d'être. j'attendais ton avis parce qu'on t'a plus moi, d'habitude. C'est drôle, on a pensé la même chose. Oui, en plus, oui, avec oui, les difficultés d'intégration dans ces classes, Oui. où à chaque J'ai fois... écrit autisme sur plusieurs pages, juste pour l'avoir comme ça, me demandant comment par la suite il est quand même, il se marie, il a des enfants, et puis ça n'arrive qu'à 51 ans, mais ça reste possible. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une décompensation à 51 ans, mais Alors, il était déjà avec plein de traits. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les phénomènes psychotiques sont vécus par le 20% des personnes TSA. Ça, c'est les études d'aujourd'hui. Oui, mais justement, c'est mais- pas la majorité, parce que généralement, 20%. C'est les l'autisme, 20%. ils n'ont pas de C'est pas la délire. Peut-être je dois reformuler. Non, mais 20%, 20% des autistes aura expérimenté des épisodes psychotiques dans sa vie. Mais empiriquement, ça peut durer une semaine ou deux, ou voire un mois. Ou même pas du des tout, années. pas de délire. Le 80% n'aura jamais de... Non, mais des troubles de l'humeur, ça, il y en a un certain De tout pourcentage, le hein. il y en a plein. Oui. Mais le délire, il y en a peu. Donc voilà, c'est intéressant. Les troubles de l'humeur, c'est-à-dire que j'en connais des tonnes Oui, dans la oui, famille, oui. donc, Oui. et qui sont autistes. Donc ça, je me suis dit, mais qui ne sont pas délirants. Oui. Par contre, ils peuvent avoir peut-être un délire de référence, n'est-ce pas, trouver que c'est sa faute que la guerre a été déclenchée, c'est un délire de référence, c'est un délire narcissique. Donc, Un délire typique du trouble voilà, de l'humeur. typique de l'humeur, ou bien quelque chose de narcissisme qui est l'autiste. C'est voilà. différent Ou de la la paranoïa. persécution. Ouais, moi, Oui, mais c'est un trouble narcissique. Ouais. C'est pour Ça dit que lui, il Ah, avait des délires de persécution aussi. Ça veut dire qu'il avait Qui est des comment? symptômes autistiques, il avait des symptômes maniaco-dépressifs, il avait des symptômes paranoïaques. donc diagnostic différentiel, trouble schizoaffectif, paranoïa couplée à un trouble de l'humeur, ou bien autisme. Je me suis posé la question là-dessus. Pourquoi l'aspect paranoïaque n'avait pas été mis plus en avant? Par Vince Van Kerr. Ouais. Ah, mais mais Wittgenstein le met, il retient une schizophrénie, et c'est Oui, pour au ça qu'il début, le retient. c'est ça, au début. Ah, il le met. Non mais je dis pas les autres, parce que le premier, Berger, il pense pareil. il pense pareil. hein. Il pense pareil, Ok, les premiers, quand il va, là, je sais plus les noms, mais il y a Berger, ils pensent tous pareil, il y a juste Kraepelin qui n'est pas C'est-à-dire d'accord. le modèle de psychose. Oui, c'est Freud, Kraepelin qui est c'était l'exception. Le cas Schreiber. Donc Ouais, tout à c'était fait. le cas de la paranoïa, qui Mhm. était le modèle, le paradigme de la psychose. Et Lacan reprend ça. C'est-à-dire que la psychose, c'est la paranoïa. Donc c'est la même chose. Donc, c'est le La synthèse paradigme. donc. C'est le paradigme de la psychose, c'est la paranoïa. Et Freud, dans le cas Schreiber, il le dit. Hein, donc c'est simplement après coup. Mais la question du narcissisme est très très présente chez les autistes et chez les paranoïaques.